Vous écoutez Au banc du crime, le podcast qui vous fait juger les affaires les plus sombres. L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, installez-vous sur le banc du crime. Mesdames et messieurs les jurés, nous ouvrons aujourd'hui le premier acte d'une affaire qui glace le sang par sa cruauté et par l'image qu'elle donne d'un monstre caché dans la banalité. Joachim Kroll, surnommé plus tard le cannibale de Duisburg, a sévi en Allemagne de l'Ouest durant plus de 20 ans, entre les années 1950 et 1970. Mais pour comprendre comment un tel prédateur a pu agir aussi longtemps sans être arrêté, il faut revenir à ses débuts, à ses disparitions isolées qui, peu à peu, vont former le tableau macabre d'un tueur en série. L'Allemagne de l'après-guerre est un pays en reconstruction. Dans la région industrielle frappée par les bombardements, les villes portent encore les cicatrices du conflit. Les familles vivent souvent dans des conditions précaires, les travailleurs s'entassent dans de petits appartements et les usines tournent à plein régime. La police locale n'a ni les moyens ni l'expérience nécessaires pour traquer un tueur en série. Dans ce décor grisaille ouvrière, Joachim Kroll vit comme un homme quelconque, petit, effacé, presque insignifiant. C'est dans les années 1950 que les premiers crimes apparaissent. En 1955, une fillette disparaît après avoir été vue jouant dehors. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé dans une zone boisée. Elle a été étranglée, mutilée et des morceaux de chair manquants. L'enquête piétine, on parle d'un prédateur, mais rien ne permet de relier ce meurtre à un suspect précis. Quelques années passent, puis une autre disparition survient. Encore un enfant, encore un corps retrouvé avec les mêmes signes de mutilation. La presse locale évoque la peur d'un maniaque, mais les autorités hésitent à confirmer l'existence d'un tueur en série. Chaque dossier est traité séparément, sans mise en commun. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez l'angoisse de ces familles. Dans un pays déjà marqué par la guerre, la peur revient sous une autre forme. On conseille aux enfants de ne rentrer avant la nuit, de ne pas parler aux inconnus, mais l'assassin, lui, reste invisible. Il n'a ni charisme, ni brutalité apparente. Il est discret, poli, presque timide. Et c'est précisément cette banalité qui le rend si difficile à démasquer. Au fil des années 1960, les crimes se multiplient. Des femmes, des fillettes, parfois même des adolescentes disparaissent. Certaines sont retrouvées mortes, étranglées, mais toujours avec des traces de mutilation. D'autres ne seront jamais retrouvées. Les meurtres s'égrènent dans différentes villes de la région. Duisburg, Essen, Marl, Bottrop. Les enquêteurs peinent à établir le lien. À l'époque, l'idée même d'un tueur en série n'était pas encore intégrée dans les méthodes policières en Allemagne. Chaque crime est vu comme un cas isolé, parfois attribué à un crime sexuel, parfois à un meurtre opportuniste. Le nom de Joachim Kroll n'apparaît nulle part. Pourtant, certains détails troublants émergent. Des témoins disent avoir vu un homme de petite taille rôdant près des lieux de disparition. D'autres évoquent un ouvrier solitaire, toujours seul à sa table dans les cantines, sans famille ni amis proches. Mais ces éléments ne suffisent pas à déclencher une enquête coordonnée. Les familles endeuillées, elles, sentent bien qu'un schéma se dessine. Elles réclament plus d'attention, plus de moyens. Mais la société, encore tournée vers sa reconstruction, détourne le regard. Mesdames et messieurs les jurés, je vous le demande. Combien de vies auraient pu être sauvées si ces signes avaient été pris au sérieux? Combien d'enfants auraient-ils pu échapper à leur destin si la police avait su relier ces disparitions? C'est la question qui va planer sur ce premier acte. Car Joachim Kroll, pendant ce temps, continue sa routine. Il travaille comme ouvrier d'usine, vit dans de modestes appartements et se fond dans la masse. Ses collègues le trouvent étrange, mais pas dangereux. On le dit lent d'esprit, maladroit, incapable de grandes choses. Jamais ils n'imaginèrent qu'il mène une double vie. Dans l'ombre,
Il étrangle ses victimes, les mutile et consomme leur chair. Pour lui, ces crimes deviennent un besoin régulier, presque banal. L'un des aspects les plus glaçants de cette période est la banalité du mal. Kroll n'est pas un tueur charismatique, il n'attire pas les victimes par la manipulation ou par la séduction. Il agit, simplement, méthodiquement. Une fillette croisée dans la rue, une femme isolée, un instant d'opportunité. Sa force réside dans l'absence totale d'empathie. Pour lui, tuer est un acte utilitaire, dénué d'émotion. À mesure que les années passent, la peur s'installe. Les rumeurs circulent, dans certains quartiers on parle d'un monstre qui rôde. Les parents surveillent leurs enfants de plus en plus près, mais faute de preuves tangibles, la police se contente de multiplier les enquêtes infructueuses. Le nom de Joachim Kroll reste absent des radars. Ces crimes, eux, s'accumulent dans un silence glaçant. Mesdames et messieurs les jurés, retenez bien ce point. Avant d'être le cannibale de Duisbourg, Joachim Kroll a été un fantôme. Un homme qui passait inaperçu et qui profitait de son invisibilité pour tuer. Chaque disparition était une alerte ignorée. Chaque corps retrouvé était un avertissement qui n'a pas été entendu. Ce premier acte s'achève donc sur une atmosphère d'incertitude et de peur. Dans l'Allemagne de l'après-guerre, un tueur en série agit sans être inquiété. Les familles pleurent leurs enfants. Les enquêteurs se perdent dans des dossiers épars et Joachim Kroll, lui, poursuit son œuvre macabre dans l'ombre. Bientôt, ses crimes prendront une ampleur telle qu'il ne pourra plus jamais rester invisible. Mais pour l'heure, il n'y a encore qu'un fantôme parmi les vivants. Mesdames et messieurs les jurés, nous entrons maintenant dans l'acte 2 de cette affaire, la découverte macabre. Car si les disparitions du premier acte pouvaient encore être interprétées comme des tragédies isolées, ce qui va émerger dans les années 1970 lève définitivement le voile. L'Allemagne découvre alors, dans toute sa brutalité, l'ampleur des crimes de Joachim Kroll. Le 3 juillet 1976, la petite Marion Keter, âgée de seulement 4 ans, disparaît. Sa famille la recherche désespérément. Les voisins fouillent les environs, la police est alertée très rapidement, mais en quelques heures, l'angoisse devient certitude. L'enfant a été enlevé. Les recherches s'intensifient. Dans un climat de panique, chaque minute compte. Les policiers frappent aux portes, interrogent les habitants. Personne ne sait encore qu'ils s'apprêtent à découvrir une vérité effroyable. Dans le quartier de la Hare, un problème inattendu survient. Des canalisations sont bouchées. Des locataires signalent à leurs gardiens que l'eau usée remonte, que les tuyaux semblent obstrués par une manière suspecte. Une équipe de maintenance est appelée. En examinant les conduits, les ouvriers découvrent des morceaux de chair. La police est immédiatement avertie. Ces fragments humains, retrouvés dans des canalisations d'immeubles, sont la première preuve tangible de l'horreur. En remontant les canalisations, les enquêteurs identifient l'appartement d'où proviennent les restes. Ils frappent à la porte. Joachim Kroll ouvre. L'homme paraît banal, vêtu simplement. Son visage ne trahit rien. Mais à l'intérieur, les policiers découvrent une scène glaçante. Dans la cuisine, une casserole est posée sur la cuisinière. À l'intérieur, de la chair humaine est en train de cuire. Dans le réfrigérateur, d'autres morceaux, soigneusement emballés. Le tueur est pris sur le fait. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez le choc des enquêteurs. Des policiers aguerris, habitués aux crimes violents, mais rarement confrontés à une telle banalisation du cannibalisme. Le monstre qu'ils cherchaient depuis des années se tient là, docile, presque naïf, comme s'il ne comprenait pas la gravité de ses actes. Face à eux, un homme qui avoue sans détour. Oui, il a tué Marion Keter, l'a découpée, et a utilisé une partie de son corps pour se nourrir. L'arrestation de Kroll fait l'effet d'une bombe. La presse allemande s'empare de l'affaire. Très vite, on découvre que ce n'est pas un crime isolé. Lors de ses premiers interrogatoires,
Joachim Kroll avoue une série de meurtres remontant jusqu'aux années 1950. Il parle calmement de ses victimes, décrit les lieux, les méthodes et même la manière dont il a consommé certains morceaux. Les enquêteurs, eux, stupéfaits, réalisent qu'ils ont affaire à l'un des pires tueurs en série de l'histoire du pays. Les détails révélés sont insoutenables. Kroll explique qu'il étranglait ses victimes, puis prélevait parfois des morceaux de chair. Il justifie son geste par une logique glaçante. La viande coûtait cher, tuer lui permettait de se nourrir. Il décrit ses crimes avec une froideur déconcertante, comme si ses actes n'avaient rien d'anormal. Cette absence totale d'émotion rend l'affaire encore plus terrifiante. Mesdames et messieurs les jurés, comprenez bien l'ampleur du basculement. Pendant plus de 20 ans, un homme a tué dans le silence. Ces crimes étaient restés invisibles, dispersés dans différents dossiers de police. Mais à partir de cette découverte macabre, tout s'assemble. L'Allemagne comprend qu'un prédateur d'une cruauté sans équivalent vivait dans ses banlieues ouvrières. Les enquêteurs reprennent alors les dossiers des disparitions et meurtres non résolus depuis les années 1950. Peu à peu, les aveux de Kroll trouvent des correspondances. Une fille a disparu à Essen, une femme retrouvée étranglée à Marle, un adolescent tué près d'un canal. Chaque confession vient combler un vide laissé dans les archives criminelles. Les familles qui avaient vécu des décennies dans le doute découvrent avec horreur que leurs enfants ont croisé le chemin du cannibale. La presse, avide de détails, multiplie les unes, les journaux titrent « Le cannibale de Duisburg »,« Le monstre des canalisations ». La population est sidérée. Comment un homme si banal, un ouvrier discret, pouvait-il cacher une telle barbarie ? Dans les rues, on chuchote. Certains voisins racontent qu'il avait trouvé étrange, d'autres seuls, mais jamais dangereux. D'autres se remémorent ses comportements bizarres, des regards insistants sur les enfants, des habitudes alimentaires étranges. Mais jamais personne n'avait osé alerter la police. Mesdames et messieurs les jurés, c'est ici que l'affaire prend toute sa dimension. L'horreur n'est pas seulement dans les crimes, mais dans le fait qu'il aurait pu durer si longtemps sous les yeux de tous sans être révélé. Le quotidien de Joachim Kroll, fait de routine ouvrière et de voisinage tranquille, masquait en réalité l'existence d'un prédateur. Cet acte se conclut donc sur cette image. Un appartement modeste, une cuisine banale et pourtant, une scène de cannibalisme à peine croyable. La banalité du mal, une fois encore, frappe au cœur de cette histoire. Joachim Kroll n'était pas un monstre hurlant, il n'était pas une figure terrifiante des cauchemars. Il était l'homme d'à côté. Et c'est cela, sans doute, qui rend cette découverte si glaçante. Mesdames et messieurs les jurés, je vois qu'une partie d'entre vous écoute sans être abonné. Allez, un petit clic sur s'abonner sur Spotify, Apple Podcast ou là où vous m'écoutez. Et on continue l'affaire ensemble car ça m'aide grandement à faire grandir le podcast. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, nous ouvrons à présent l'acte 3, le mode opératoire de Joachim Kroll. Comprendre comment cet homme a choisi ses victimes, comment il a agi, et ce qui se cachait derrière son apparente banalité, c'est percer le cœur d'une mécanique criminelle d'une froideur glaçante. Joachim Kroll est né en 1933, dans une famille modeste marquée par la guerre et la pauvreté. Dès son enfance, il se distingue par un retard intellectuel, une grande timidité et des comportements étranges. Ses camarades de classe le rejettent. Il reste isolé, incapable de s'intégrer. Plus tard, ses collègues d'usine le décrivent comme un homme maladroit, toujours seul, parfois moqué. Rien en apparence ne laissait présager qu'il deviendrait l'un des pires tueurs en série d'Allemagne. Ses premières victimes sont choisies au hasard, dans des contextes d'opportunité. Kroll n'avait pas un type unique, il s'en est pris à des fillettes, des adolescentes, à des femmes adultes. Le point commun était leur vulnérabilité.
Une enfant seule dehors, une femme isolée, un lieu peu fréquenté. Il agissait dans des parcs, des zones boisées, parfois dans des appartements. Son arme principale était la plus simple et la plus directe. Ses mains. Il étranglait ses victimes, rapidement, avec une violence extrême. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez un instant la scène. Une fillette qui joue dans un parc. Un promeneur qui s'approche. Banal, insignifiant. En quelques secondes, tout bascule. La vie s'éteint dans un geste brutal et froid. Et l'homme repart comme si de rien n'était, invisible parmi les passants. Après l'étranglement, Kroll passait à la mutilation. Il prélevait des morceaux de chair qu'il emportait chez lui. Dans certains cas, il consommait la viande, la faisant cuire comme un aliment ordinaire. Dans d'autres, il conservait des morceaux qu'il rangeait dans son réfrigérateur. Ce cannibalisme n'était pas rituel ou symbolique. Il était utilitaire. Dans ses propres mots rapportés aux enquêteurs, la viande coûtait trop cher, alors je prenais la mienne. Les enquêteurs médico-légaux ont révélé que Kroll infligeait rarement des tortures prolongées. Contrairement à d'autres tueurs sadiques, il cherchait une satisfaction immédiate. Tuer rapidement, consommer ensuite. Mais cette simplicité apparente ne le rend pas moins monstrueux. Elle traduit au contraire une absence totale d'affect, une vision purement fonctionnelle de l'acte criminel. Ses aveux montrent aussi une planification minimale. Kroll n'était pas un stratège sophistiqué, il ne traquait pas ses victimes pendant des semaines. Il saisissait l'opportunité quand elle se présentait. Mais il avait développé des habitudes, rôder dans certains parcs, observer les enfants, repérer des lieux isolés. Une fois l'occasion saisie, il frappait vite, puis dissimulait sommairement le corps, ou le transportait ailleurs. Cette routine lui permit de tuer pendant plus de 20 ans, sans éveiller de soupçons. Mesdames et messieurs les jurés, voyez ici l'un des aspects les plus terrifiants. Ce n'était pas l'intelligence ou la ruse qui le protégeait, mais la banalité et la négligence d'un système policier encore peu préparé. Cet homme insignifiant, au quotient intellectuel limité, a pu commettre une série de meurtres atroces, simplement parce qu'il n'attirait pas l'attention. Une autre constante de son mode opératoire était l'absence de véritable camouflage. Contrairement à d'autres tueurs en série, Kroll ne cherchait pas toujours à cacher ses crimes. Ses corps étaient retrouvés rapidement, d'autres jamais. Mais il n'avait pas chez lui la volonté obsessionnelle d'effacer les traces. Cette désinvolture tenait à son incapacité à anticiper. Il pensait, naïvement, que ses crimes resteraient sans suite. Et pendant longtemps, il a eu raison. Il faut également souligner la dimension psychologique. Les experts psychiatriques décriront plus tard un homme à l'affect limité, presque enfantin dans sa perception du monde. Ses aveux, parfois formulés avec une candeur glaçante, témoignaient d'un rapport totalement déshumanisé à ses victimes. Il ne les voyait pas comme des personnes, mais comme des objets de consommation. Cette absence de remords, cette neutralité émotionnelle, est l'un des traits les plus marquants de son mode opératoire. Ses crimes couvrent plus de 20 ans. Les enquêteurs estiment qu'il a tué au moins 8 personnes. Mais il en a avoué jusqu'à 14. Chaque meurtre, isolé, semblait une tragédie unique. Mais ensemble, ils révèlent un schéma effroyable. Mesdames et messieurs les jurés, je vous le demande. Comment un tel prédateur a-t-il pu passer inaperçu si longtemps ? Comment ces crimes, pourtant si répétitifs dans le modus operandi, n'ont-ils pas alerté plus tôt ? La réponse est dans ce mélange de banalité, de négligence et de manque de moyens. Joachim Kroll a profité d'un système qui ne savait pas encore identifier la figure du tueur en série. Ce troisième acte s'achève donc sur cette vérité. Le mode opératoire de Joachim Kroll n'était pas celui d'un stratège brillant, mais celui d'un prédateur opportuniste, froid et répétitif. Ses mains, son étranglement, sa consommation de chair humaine et son absence totale de remords ont suffi à plonger des familles entières dans le deuil. Et l'Allemagne, elle, n'a pris la mesure de son horreur que trop tard. Dans l'acte 4, nous examinerons le procès de Joachim Kroll, les charges retenues, les témoignages glaçants,
la stratégie de la défense et la condamnation qui marquera la fin définitive de son parcours criminel. Mesdames et messieurs les jurés, nous entrons maintenant dans l'acte 4, le procès et la condamnation de Joachim Kroll. Après plus de 20 ans de crime, après l'arrestation saisissante de juillet 1976, l'heure est venue pour la justice allemande de juger l'un des pires tueurs en série de son histoire. Le procès s'ouvre en 1982, soit 6 ans après son arrestation. Ce détail s'explique par la complexité du dossier. Les enquêteurs ont dû rassembler des preuves pour chaque meurtre, recouper les aveux de Kroll avec les dossiers de disparition, retrouver des témoins et établir un faisceau cohérent. La tâche était immense. 8 meurtres confirmés, 14 avoués et des soupçons sur d'autres encore. Chaque dossier représentait une famille brisée, une douleur encore vive et un besoin de vérité. Dans la salle d'audience, Joachim Kroll apparaît comme un homme ordinaire, vêtu simplement. Rien dans son attitude ne rappelle les monstres de fiction. Il est petit, discret, parle d'une voix faible. Les journalistes notent son air insignifiant, mais derrière cette banalité se cache un tueur qui a terrorisé la région pendant 2 décennies. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez la scène. Des parents endeuillés, venus écouter les aveux d'un homme qui a détruit leur vie. Ils voient un individu qui ressemble à n'importe quel voisin, et ils doivent accepter qu'il a commis l'impensable. La douleur est immense, d'autant plus que Kroll ne montre aucun remords. L'accusation déroule un dossier accablant. Les preuves matérielles sont limitées car la plupart des crimes remontent à plusieurs années, mais les aveux détaillés de Kroll, corroborés par des éléments précis, constituent une base solide. Il décrit les lieux, les vêtements, les gestes, parfois avec une précision que seul le coupable pouvait connaître. Les médecins légistes confirment la correspondance avec les blessures retrouvées. Les enquêteurs attestent de la cohérence des récits. Le puzzle se remet en place. 8 meurtres sont retenus officiellement. Je ne vais pas citer leurs noms pour ne pas les écorcher, mais je vous les mettrai en description. Mais chaque nom est prononcé à l'audience. Chaque histoire est rappelée. Les familles revivent la douleur. Le tribunal devient un lieu de mémoire, où l'horreur individuelle prend une dimension collective. La défense tente une stratégie particulière. Mettre en avant les limites intellectuelles de Kroll. Ses avocats affirment qu'il n'avait pas pleine conscience de ses actes, qu'il agissait de manière impulsive, sans mesurer la gravité de ses crimes. Ils demandent de l'indulgence, ou du moins une atténuation de la peine. Les experts psychiatriques confirment son retard mental, mais ajoutent qu'il savait distinguer le bien du mal. Il n'était pas fou au sens juridique, il était responsable. Mesdames et messieurs les jurés, je vous interroge. Que vaut l'argument de l'ignorance quand les actes sont si répétitifs, si méthodiques? Peut-on vraiment croire qu'un homme qui tue pendant 20 ans, qui découpe des corps et conserve de la chair humaine, n'a pas conscience de ce qu'il fait? Le procès dure plusieurs mois. Les journalistes couvrent l'audience, l'opinion publique est partagée entre effroi et incompréhension. Certains voient en Kroll un monstre, d'autres un malade mental. Mais tous s'accordent à dire une chose. Il doit être écarté de la société pour toujours. En avril 1982, le verdict tombe. Joachim Kroll est retenu coupable de 8 meurtres. La sentence est lourde. La réclusion criminelle à perpétuité. En Allemagne, cela signifie qu'il ne sortira jamais. Le tribunal insiste sur la cruauté des crimes, sur l'absence de remords et sur la nécessité de protéger la société. Pour les familles, c'est un soulagement mêlé de douleur. Rien ne ramènera leur enfant, mais au moins, le tueur ne pourra plus jamais nuire. La presse titre sur la fin du cannibale de Duisbourg. Les journalistes décrivent un procès hors norme, où la banalité d'un homme a révélé l'ampleur d'une monstruosité. Certains éditorialistes s'interrogent. Comment un tel individu a-t-il pu passer inaperçu si longtemps?
Pourquoi la police n'a-t-elle pas relié plus tôt les disparitions ? Ces questions resteront en suspens, mais elles nourriront les réflexions de la criminologie allemande. Joachim Kroll passe le reste de sa vie derrière les barreaux. Il meurt en 1991, à l'âge de 58 ans d'une crise cardiaque. Son décès clôt définitivement l'affaire, mais ne répond pas à toutes les interrogations. Les familles, elles, continuent de porter le poids lourd de ces crimes. La mémoire de leurs enfants, de leurs sœurs, de leurs proches, demeure à jamais marquée par l'horreur. Mesdames et messieurs les jurés, ce 5e acte nous rappelle que la justice peut être lente, mais qu'elle finit par rattraper même les prédateurs les plus insoupçonnables. Joachim Kroll n'était pas un génie du mal. Il était un homme banal, médiocre, mais dont la cruauté a suffi à terroriser une région entière. Sa condamnation est un symbole, celui de la victoire de la justice sur l'impunité, mais aussi de la fragilité de nos certitudes sur le voisin, le collègue, l'homme ordinaire. Dans l'acte 5, nous examinerons l'héritage de cette affaire, comment elle a marqué la mémoire collective, comment elle est restée dans l'ombre d'autres tueurs plus célèbres et ce que son histoire nous dit sur la banalité du mal. Mesdames et messieurs les jurés, nous arrivons au dernier acte, mémoire et héritage. Après les disparitions, la découverte macabre, le mode opératoire, l'arrestation et le procès, il reste une question essentielle. Que retenir aujourd'hui de l'affaire de Joachim Kroll ? Car, au-delà de la condamnation, c'est l'empreinte laissée dans la société qui compte. L'histoire de Kroll n'a pas eu la même résonance internationale que celle d'autres tueurs en série. Son nom est moins connu que ceux de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer ou même de son contemporain allemand Fritz Haarmann, surnommé le vampire de Hanovre. Pourtant, ces crimes sont d'une brutalité comparable. Pourquoi une telle différence de notoriété ? La réponse tient sans doute dans la nature même de Kroll, un homme banal, sans charisme, sans personnalité marquante. Les médias construisent des figures de monstres, or, Kroll, lui, ne renvoyait que l'image d'un voisin insignifiant. Mesdames et messieurs les jurés, interrogez-vous. N'est-ce pas justement cette banalité qui devrait nous glacer le plus ? Un prédateur qui n'a rien d'exceptionnel, qui ne se distingue par aucune aura, et qui pourtant a semé la mort pendant près de 20 ans. En Allemagne, son procès a marqué les esprits. Les familles endeuillées n'ont jamais oublié. Dans la région, certains quartiers portent encore la mémoire de ces disparitions. Les parents de victimes ont dénoncé la lenteur des enquêtes, l'incapacité de la police à relier les crimes entre eux. Cette affaire a contribué à moderniser les méthodes policières et à renforcer la coopération entre services. Elle a également montré la nécessité d'étudier les schémas répétitifs et d'envisager l'existence de tueurs en série. Sur le plan criminologique, Joachim Kroll est devenu un cas d'école. Les experts ont étudié son profil, un homme à faible quotient intellectuel, solitaire mais capable de dissimuler ses pulsions assez longtemps pour éviter la détection. Son cannibalisme, loin d'être rituel, était motivé par une logique utilitaire. Cette rationalisation glaçante a nourri de nombreux débats sur la psychopathie et sur la manière dont la société doit appréhender les individus au comportement déviant mais discret. Certains spécialistes ont souligné que l'affaire Kroll illustre le concept de banalité du mal, formulé par Hannah Arendt. L'idée que le mal absolu peut se loger dans des individus ordinaires, dépourvus de charisme ou de grandeur criminelle. Ce qui effraie ici, ce n'est pas un génie manipulateur, mais un homme sans relief, qui tue comme d'autres travaillent à l'usine, un tueur médiocre, mais d'une cruauté implacable. La culture populaire, contrairement à d'autres affaires, s'est peu emparée de l'histoire de Kroll. Pas de film à grand succès, pas de série internationale. Quelques documentaires en Allemagne, quelques articles dans la presse criminelle spécialisée, mais rien de comparable à l'impact d'un Bundy ou d'un Mila. Cette relative discrétion a contribué à l'effacement progressif de son nom. Il est aussi intéressant de noter que l'affaire Kroll a servi de rappel pour les forces de l'ordre. Ne pas négliger les cas de suspects trop insignifiants pour être dangereux.
Car c'est précisément cette insignifiance qui a permis à Kroll de tuer. Aujourd'hui encore, ces crimes sont étudiés dans les formations de police et de criminologie en Allemagne. Ils rappellent qu'un monstre peut se cacher derrière une façade anodine. Mesdames et messieurs les jurés, retenez ceci. Joachim Kroll n'était pas un mythe, il n'était pas une légende. Il était un homme banal, médiocre, mais dont les crimes ont marqué à jamais des familles et une région. Sa mémoire nous oblige à rester vigilants, à ne pas sous-estimer la capacité destructrice de la banalité. Car parfois, ce ne sont pas les figures spectaculaires qui sont les plus dangereuses, mais celles qui passent inaperçues. Cet acte final clôt notre procès imaginaire. Le banc du crime se referme sur une leçon. La justice a condamné Joachim Kroll, mais c'est à nous, collectivement, de ne pas oublier les victimes et de comprendre que le mal peut se cacher dans les visages les plus ordinaires. Vous venez d'entendre un nouvel épisode d'Au banc du crime. Si cette affaire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vérité dérangeante. Et laissez une note de 5 étoiles. Vos avis sont la seule arme pour faire vivre ce podcast. Rendez-vous mardi pour une nouvelle affaire.